Hello les amis, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo de correction de physique. Donc moi j'essaye de vous faire un petit peu des vidéos de correction de physique parce que les corrections des profs elles sont pas toujours évidentes. Des fois ils partent dans des raisonnements très très mathématiques, très abstraits. Le but ici c'est de rester terre à terre, de vous apprendre à régler ces séries d'exercices le plus rapidement possible avec plein de petits trucs et astuces pour gagner du temps et puis surtout pas rentrer dans des calculs qui partent dans tous les sens avec des dérivés, des intégrales. Donc voilà, comme chaque année, je vous fais cette série de petites 3 vidéos. Il y aura cinématique, dynamique, rotatoire, les 3 premières séries de l'année. Donc je ne prends pas plus de temps et on se retrouve directement pour cette première série. Donc pour ce premier exercice, on va lire d'abord la consigne ensemble. Le graphe ci-dessous donne la position au cours du temps d'un objet se déplaçant le long de l'axe X. On peut affirmer que. Donc, en premier, il faut bien regarder quelles sont les unités des deux axes. Ici, on a des secondes, ici, on a des mètres. Ça, c'est vraiment le plus important. Si on ne regarde pas ça au début de l'exercice, tout le reste de l'exercice sera faux. Maintenant que on sait qu'ici, c'est des secondes et là des mètres, on va pouvoir essayer directement de répondre aux propositions de réponse. Donc, pour la A, la vitesse moyenne entre 0 et 5 secondes est positive. Donc, comment on fait ça? Entre 0 et 5 secondes, donc ici 0 et puis là 5 secondes, donc là, la vitesse est positive, donc la vitesse moyenne, pardon. Donc pour calculer une vitesse moyenne, on se rappelle ce que Kasparian a dit, il faut tracer une droite entre 0 et, entre la position entre 0 et 5 secondes, et là on regarde si la pente est positive. Est-ce que la pente est positive là? Oui, parce qu'on a parcouru 2 mètres en 5 secondes. Donc ça nous fait du 2 mètres en 5 secondes, ça nous fait du 0,4 mètres par seconde. D'accord? Donc on se rend bien compte que ça c'est positif, hop, et la proposition de réponse A est correcte. Maintenant pour la B. La vitesse moyenne entre 0 et 14 secondes est nulle. Là, c'est de nouveau la même chose, c'est une vitesse moyenne. Donc il faut tracer une droite entre 0 et 14 secondes, et on se rend bien compte que la pente, elle est de 0 de cette droite, parce qu'on a parcouru 0 mètre en 14 secondes, ce qui nous donne bien du 0 mètre par seconde. Donc la vitesse moyenne est bien nulle. Maintenant, c'est la vitesse instantanée en t égale 3 secondes vaut 2 mètres par seconde. Alors ça, c'est un petit peu plus complexe, on va regarder ça ensemble. Donc, en t égale 3 secondes, c'est ici. Et maintenant, la vitesse instantanée en ce point-là, elle est égale à la vitesse moyenne sur toute cette droite-là. Parce que sur toute cette droite-là, la vitesse instantanée sera égale, parce qu'on ne change pas de vitesse quand on est sur une droite. Et donc ça veut dire qu'en t égale 2 secondes, par exemple, la vitesse instantanée sera égale à celle de t égale 3 secondes. Pareil pour t égale 4 secondes. Et donc on peut calculer la vitesse moyenne et dire que la vitesse moyenne entre 1 et 5 secondes est égale à la vitesse instantanée en t égale 3 secondes. Ce qui nous donne qu'on a parcouru 6 mètres, d'accord? De moins 4 à 2, ça fait 6. Pardon, ça fait 6 mètres. Et ça, on l'a parcouru en 4 secondes. Ce qui nous donne du 1,5 mètres par seconde. Et ça, est-ce que c'est égal à 2 mètres par seconde? Non. Donc ça veut dire que la proposition de réponse C est fausse. Maintenant la D, la vitesse moyenne entre 8 et 10 secondes vaut moins 2 mètres par seconde. Donc maintenant on est de nouveau sur de la vitesse moyenne entre 8 et 10 secondes. Donc on va regarder entre 8 et 10 secondes, la vitesse moyenne, donc on trace la droite. Ok, et là on se rend compte qu'on a fait 4 mètres, donc moins 4 mètres, parce qu'on va de plus en plus vers les négatifs, en 2 secondes. Donc ça fait du moins 4 mètres par 2 secondes. Et ça nous donne du moins 2 mètres par seconde. Et c'est bien ce qu'on veut. Donc c'est vrai. Alors là maintenant pour cet exercice 3, c'est un exercice qui peut vous faire gagner beaucoup de temps à l'examen, parce que comme vous le savez, l'examen de SFO, c'est un examen qui est très dur à terminer dans les temps. Beaucoup finissent par répondre au bol parce qu'ils n'ont pas le temps, les dernières propositions de réponse. Donc si vous avez 2-3 petites astuces qui peuvent vous faire gagner du temps, ou si vous êtes à l'aise avec certaines notions, vous pourrez répondre à certains QCM de manière très rapide. Un QCM comme ça, il est répondu en 30 secondes, une fois que vous avez un peu d'expérience en cinématique. Donc, on va prendre chacune de ces propositions de réponse dans l'ordre, et on va essayer d'y répondre. Donc, le signe de la vitesse dépend du référentiel choisi. Là, je vous ai dessiné 2 référentiels, un classique, comme on pourrait dire, et un petit peu inversé par rapport à ce qu'on a l'habitude.
Donc, imaginons qu'on ait une voiture, je vais la dessiner ici, ça c'est un point qui représente la voiture, et la voiture, si elle va dans cette direction, donc elle a une vitesse comme ça, est-ce que le signe de la vitesse dépend du référentiel choisi? Bah oui, parce que si on prend ce référentiel-là, la voiture aurait une vitesse positive, et si on prend ce référentiel-là, la voiture aura une vitesse négative. On est d'accord? Parce qu'elle va vers le négatif. Donc le signe de la vitesse dépend du référentiel choisi, cette affirmation elle est vraie. Ensuite la B, le signe de l'accélération dépend du référentiel choisi. Donc l'accélération c'est la même chose. Si on décide d'accélérer cette voiture pour qu'elle ait une vitesse V qui soit encore plus grande, c'est un exemple, hein, mais on prend l'accélération qui sera comme ça. D'accord? Et si l'accélération, elle va dans ce sens-là, eh ben, elle dépend aussi du référentiel choisi. Donc ça, c'est aussi une proposition de réponse vraie. Maintenant, une vitesse négative indique le ralentissement de l'objet. Est-ce que si on a une vitesse négative, ça indique le ralentissement de l'objet? Déjà, une vitesse, c'est pas compatible avec un ralentissement, parce qu'un ralentissement, à la limite, c'est une accélération. Donc déjà, on peut répondre faux à celle-là. Et puis ensuite, la D, une accélération négative indique le ralentissement de l'objet. Là, je viens de vous dire que l'accélération, ça peut se rapporter au ralentissement, sauf que si on a une accélération négative, par exemple, dans ce référentiel-là, on voit qu'on a une accélération négative, pourtant, j'accélère quand même la voiture, puisqu'elle va de plus en plus vite, puisque l'accélération est dirigée dans le même sens que la vitesse, et la vitesse est négative si on est dans ce référentiel-là. Donc, bien que l'accélération soit négative, si la vitesse est négative aussi, on n'a pas un ralentissement de l'objet, mais une accélération de l'objet vers une vitesse encore plus négative. Donc, cette proposition de réponse est aussi fausse. Ok, alors maintenant pour l'exercice 3, on a deux voitures qui sont initialement séparées par une distance de 1500 mètres, voilà, et elles se dirigent l'une vers l'autre avec un mouvement rectiligne uniforme, donc c'est-à-dire qu'elles n'accélèrent pas. D'accord? Leur vitesse, elles ont respectivement une norme de 60 mètres par seconde et 40 mètres par seconde. Pourquoi c'est très important le mot norme? Parce qu'ils avaient dit leurs vitesses sont respectivement de 60 mètres par seconde et 40 mètres par seconde, elles ne pourraient pas aller dans des directions opposées parce qu'on a un référentiel qui va dans un sens ou dans un autre, mais c'est prédéfini à l'avance. Donc là, le mot norme, c'est vraiment la valeur absolue de leur vitesse, c'est 60 mètres par seconde et là, 40 mètres par seconde. Donc, on va savoir dans combien de temps elles vont se rencontrer. Pour résoudre ce problème, on a un temps 0 où elles sont à 1500 mètres. Voilà, ça c'est à temps 0. Et puis à temps 1, elles vont se rencontrer ici. Donc, à temps 1, la voiture 1, elle aura parcouru 60 mètres par seconde fois temps 1. Ça va donner une distance, d'accord? Donc on va le noter, 60 mètres par seconde fois temps 1. On voit que temps 1, c'est du coup en secondes, donc les secondes vont s'annuler, ça va donner plus que des mètres. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Et ensuite, plus 40 mètres par seconde fois toujours temps 1, parce que c'est au même temps où elles vont se rencontrer les deux. Et puis ça, on voit bien que à temps 1, elles auront fait 1500 mètres. Donc en fait, ce qu'on veut trouver, c'est que cette équation, elle soit égale à 1500 mètres. D'accord? Donc ça, on peut simplifier, c'est 60 plus 40 fois temps 1 égale 1500. Donc ça, c'est égal à 100 fois temps 1 égale 1500. Et puis là, on voit bien que temps 1, c'est égal à 15 secondes. Parce que si on simplifie, temps 1 égale 1500 sur 100. Et ça nous donne bien 15. Et ça, c'est bien des secondes. Donc, c'est la réponse C. Alors maintenant, on s'attaque au deuxième exercice. Il s'agit d'une balle qui est lancée vers le haut avec un angle de 45 degrés, puis elle retombe sur le sol. Vx, c'est la composante horizontale de la vitesse, et Vy, c'est la composante verticale. On peut affirmer que Vx et Vy sont correctement décrits par le graphique A, le graphique B, le graphique C ou le graphique D. Alors c'est ce qu'on va regarder ensemble, justement. Donc, un petit rappel. Donc, la vitesse tout court, elle est décrite par un vecteur qui est toujours collinéaire à la trajectoire. C'est-à-dire qu'il va toujours être toujours tangent à la trajectoire. D'accord? Donc ça c'est les vecteurs
de la vitesse tout court, mais chacun de ces vecteurs peuvent être décomposés en une composante Vx et une composante Vy. Vy0 c'est au temps 0, Vx0 c'est au temps 0. D'accord? Donc, on va regarder ces différents graphiques. On voit que sur les axes, c'est pas tous les mêmes axes. Des fois on parle de Vx et des fois on parle de Vy. Donc ça, il faut bien faire attention. Donc on va prendre le graphique A par exemple. Est-ce que la composante Vx de la vitesse croît et ensuite décroît? Alors, ce qu'on va regarder, donc, on voit que Vx ne change pas au cours du temps. Pourquoi il ne change pas au cours du temps? Parce qu'il n'y a pas d'accélération qui agit dans le sens horizontal. Il n'y a pas d'accélération dans ce sens-là. La seule accélération qu'il y a, c'est l'accélération de pesanteur qui est dirigée selon l'axe Y. D'accord? Donc, Vx0 n'est pas censé changer au cours du temps, sauf s'il y avait du frottement, mais là, on ne parle pas de frottement de l'air, donc il n'y a pas de décélération selon l'axe X. Donc Vx est constant au cours du temps, donc le graphique A est forcément faux. Voilà. Le graphique B, lui, est juste par contre. Pourquoi il est juste? Parce qu'on vient de le dire, Vx est constant au cours du temps, et il vaut Vx0. Donc la vitesse qu'on donne à la balle en x égale, au temps 0, vaut Vx0. Et cette vitesse est constante au cours du temps. Voilà, donc ça c'est juste. Et puis le graphique C, donc est-ce que la vitesse Vy va décroître pour finalement croître? Parce qu'on voit bien que là, la vitesse va de plus en plus petite jusqu'à atteindre une vitesse de 0, et ensuite elle va recroître, donc on va regarder. Là, en ce point, elle est maximale, parce que là, ça va décroître, parce qu'il y a l'accélération de pesanteur dans ce sens-là, qui tend à réduire la vitesse y, la composante y de la vitesse. Donc c'est-à-dire qu'en ce point-là, la vitesse sera plus petite, en ce point-là, elle sera nulle, et en ce point ici, elle va être négative, et là, encore plus négative. Donc, est-ce que c'est juste ce graphique? Ben non, parce que là, on voit bien que ça retourne dans les positifs, alors que nous, on voudrait que ça aille plutôt dans les négatifs. Et finalement, le graphique D, est-ce qu'il est juste? Oui, parce que, donc, le graphique C, on a dit qu'il était faux, et le graphique D, on dit qu'il est juste, parce que la vitesse Y, elle décroît à partir de Vy0, qui est maximale, et ensuite ça décroît pour finalement arriver avec une vitesse Vy négative. Donc, le graphique D est juste. Alors maintenant pour l'exercice 4, donc il s'agit d'une pierre de 5 kg qui tombe d'une hauteur de 20 mètres au-dessus du sol et qui n'a pas de vitesse initiale. Donc c'est-à-dire que au point où elle démarre sa course, elle est à 0 mètres par seconde. On néglige les frottements et on se demande combien de temps elle chute avant de toucher le sol. Donc le sol, on va estimer que c'est ça. On considère l'accélération gravitationnelle G égale 9,81 mètres par seconde au carré. Donc, on a une pierre ici, et là, il y a 20 mètres. Okay, on va prendre le référentiel que ici, on est à 0 mètres, et là, on est à 20 mètres. Pour cet exercice, on va utiliser la formule que vous utiliserez pour à peu près 80% des exercices de cinématique qui tomberont à l'examen. C'est cette formule-là, la formule de cinématique. Donc, elle nous dit que la distance de déplacement de l'objet, elle est égale à la distance initiale. Donc, je sais pas, imagine que notre référentiel, il est à partir d'ici de 0 mètres. Mais voilà, sauf que nous, on part déjà de 0 mètres, donc il n'y a pas de distance initiale. Plus la vitesse initiale, on a dit qu'elle était nulle, parce que sans vitesse initiale, fois la différence de temps, donc tout ça c'est égal à 0, tout ça c'est égal à 0, donc tout ça on peut déjà enlever, plus 1/2 fois l'accélération fois la différence de temps au carré. Ça nous donne que... Donc, on a déjà dit que la distance c'était 20 mètres. 20 mètres, c'est égal à 1/2 fois 9,81, parce que l'accélération c'est g, ça c'est bien une accélération, les mètres par seconde au carré, et fois la différence de temps, le tout au carré. Donc, tout ça, après on peut passer dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a, si on passe le 1 sur 2 de l'autre côté, on n'a que 20 fois 2, donc ça fait 40, divisé par 9,81, c'est égal à
t moins t0 au carré. Et puis, si on enlève le carré ici, puis on le met de l'autre côté, donc enfin, ça fait racine carrée de tout ça, ça nous donne que la différence de temps, on trouve 2 secondes. Et donc, c'est bien la réponse B. Alors, l'exercice 6, c'est typiquement un exercice qui peut vous prendre énormément de temps à l'examen si vous y répondez de la manière dont la faculté le corrige, en fait. Parce que la faculté, elle corrige pour trouver l'angle, pour trouver ça, et ça prend énormément de temps. Et on va voir avec ce que je vais vous montrer qu'on peut répondre par élimination de manière très rapide, et cet exercice il peut être fait en moins de 2 minutes, ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps sur le reste de l'examen, parce que si vous y répondez de manière formelle à cet exercice, vous pouvez y passer facilement 10 minutes à l'examen, et si vous passez 10 minutes à l'examen, bah, ça vous fait perdre en réalité 3 points, parce que c'est le temps de répondre à 3 autres questions. Donc voilà, donc je vais essayer de vous transmettre des petits tips, des petites astuces pour répondre très facilement à cet exercice. On va d'abord lire la consigne. Un oiseau vole à une altitude de 50 mètres au-dessus du sol et voit une souris juste en dessous de lui. Elle se déplace dans la même direction que lui à une vitesse de v souris 2 mètres par seconde, et l'oiseau plonge vers le sol avec un angle θ par rapport à l'horizontale et une vitesse constante de norme v. En 5 secondes, l'oiseau attrape sa proie. On peut affirmer que. Donc, on va essayer directement de faire un petit schéma. Donc là, on a l'oiseau, là, on a la souris, à t0. D'accord ? La souris, on sait qu'elle fait du 2 mètres par seconde, dans cette direction, on va dire, et on sait qu'elle va parcourir, du coup, 10 mètres, parce que en 5 secondes, l'oiseau, il va l'attraper. Donc, entre le moment t0 et le moment 5 secondes, elle va parcourir 10 mètres. D'accord ? Donc, déjà ça, ici, ça vaut 10 mètres, on va dire. Ici, là, ça vaut 50 mètres. D'accord ? Parce qu'il y a 50 mètres entre la souris et l'oiseau. Maintenant, on veut savoir combien il y a de mètres ici pour savoir la vitesse de l'oiseau, parce qu'on sait qu'en 5 secondes, l'oiseau, il va parcourir cette distance-là. Si on fait avec le théorème de Pythagore, on a que 50 au carré plus 10 au carré est égal à, on va dire, x au carré. On a que 2500 plus 100, c'est égal à x au carré. Donc on a que la racine carrée de 2600, c'est égal à x. Et ça, on trouve que x est égal à 50,99, ce qui est plus ou moins égal à 51. On va dire que x, c'est égal à 51. D'accord ? Donc maintenant, j'efface tout ça. Hop. Tac. Et maintenant, on sait que l'oiseau, il a parcouru 51 mètres en 5 secondes. Ce qui nous donne du 10,2 mètres par seconde. Donc, on répond par élimination. Déjà, ces 3 propositions de réponse sont fausses. Maintenant, est-ce que l'angle θ, donc l'angle θ, on a dit que c'était avec l'horizontale, hein, comme dit dans la consigne. Est-ce que l'angle θ ici, il est égal à 11,3 ou 78,7? Comme c'est deux chiffres très différents, on peut juste répondre par un peu intuition. Donc on va redessiner le triangle selon une échelle plus ou moins correcte. On va dire que ça fait 10 mètres, c'est déjà un peu plus correct que mon schéma d'en haut. Ça fait 50 mètres, d'accord? Et puis, si on prend l'horizontale comme ça, on voit bien que cet angle ici, il peut en aucun cas faire 11,3 mètres, d'accord? Donc, forcément, c'est la réponse A. Et en répondant de cette manière-là, on gagne beaucoup de temps. Donc là, je vous ai fait l'explication et tout, mais si on le fait dans sa tête, juste en écrivant vite fait les calculs, je vous garantis qu'on peut faire cet exercice en 2-3 minutes à la fin de l'année, après s'être entraîné de multiples fois sur les séries d'exercices. Donc voilà. Ok, alors pour l'exercice 7, on doit déterminer l'angle d'un tunnel, hein, où la pluie va rentrer dedans, un tube, ils appellent ça. Donc la pluie, elle tombe verticalement à 10 mètres par seconde, donc moins 10 mètres par seconde selon ce référentiel-là, parce qu'elle va dans ce sens-là. Donc elle va à moins 10 mètres par seconde, et il y a un tube qui est fixé sur un chariot. Et puis le chariot, il se déplace selon l'axe X à 20 mètres par seconde, selon le référentiel. Et puis on cherche l'angle entre le chariot et puis le tube, pour que la pluie, elle touche pas les parois du tube. Donc, comme on ne connaît pas le diamètre du tube, on va prendre le cas référent pour ce problème-là, où la goutte, elle va se situer chaque fois au milieu du tube. D'accord ? Comme ça, on aura la valeur la plus précise
pour les résultats, parce qu'on a quand même des résultats qui sont assez proches. Donc, on a l'angle θ qui est ici, d'accord? Et puis on peut le représenter comme ça. On peut trouver un triangle comme ça, où à T0, bah, la goutte de pluie sera là, T1 elle sera par exemple ici, puis T2 elle sera là. À T0, on est d'accord qu'elle est ici. Ensuite, petit à petit, la pluie va tomber comme ça, mais le chariot va aussi avancer. Donc si le chariot avance aussi, et ben hop, c'est comme si on se retrouvait là, si on prend le référentiel du chariot, c'est comme si on se retrouvait déjà ici, avec la goutte de pluie. Puis après, il va continuer à avancer le chariot, mais la goutte de pluie va continuer à tomber, et donc ça va aller de plus en plus là. Donc en fait, la vitesse du chariot, ce sera cet axe ici, enfin ce côté-là du triangle rectangle, et puis la vitesse de la pluie, ce sera cet axe ici. Donc ça, après, c'est juste de la trigonométrie, hein, d'accord? Donc, en reprenant le problème comme ça, on a juste à poser le problème. Donc, V pluie, c'est moins 10 mètres par seconde, d'accord? La vitesse du chariot, c'est 20 mètres par seconde. Donc, on a que tangente de l'angle θ, donc tangente de θ, ça, c'est égal à V pluie sur vitesse du chariot. D'accord? Parce que tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc l'opposé, c'est la vitesse de la pluie, parce qu'on s'intéresse à cet angle ici. Donc le côté opposé du triangle rectangle, c'est la vitesse de la pluie. Et puis l'adjacent, c'est VC. Et pourquoi on ne prend pas sinus et cosinus? Parce que tout simplement, sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Hypoténuse, on ne le connaît pas. Et puis cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Hypoténuse, on ne le connaît pas. Donc la seule formule qu'on peut utiliser pour trouver l'angle, bah, c'est celle-ci, puisqu'on n'a qu'une seule inconnue, c'est l'angle. L'angle ici, c'est θ. Maintenant, on n'a plus qu'à résoudre. La vitesse de la pluie, on va la prendre en valeur absolue, hein, parce qu'ici, dans le triangle, c'est représenté en valeur absolue. Donc, on est à 10 mètres par seconde au carré, 10 mètres par seconde, pardon, et puis la vitesse du chariot, c'est 20 mètres par seconde. Donc, on se retrouve avec 0,5. D'accord? Et maintenant, tangente de θ égale 0,5, ça on ne sait pas faire, mais ce qu'on sait faire, c'est tangente moins 1, ou arctan, c'est la même chose, de 0,5, ça nous donne θ. D'accord? Et puis quand on résout tout ça, ça nous donne que θ, avec la calculatrice évidemment, ça nous donne que θ égale 26,57. Et là, quand on regarde dans les propositions de réponse, 26,57, bah c'est la B. Alors, pour l'exercice 8, on a une balle ou un objet qu'on lance parfaitement verticalement vers le haut. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas de vitesse horizontale, d'accord? Et puis, au début, il n'a qu'une vitesse verticale, V0. Et l'objet, après sa chute, il revient parfaitement à sa position initiale. Donc, c'est normal parce qu'on le lance parfaitement verticalement vers le haut. Donc, il ne va pas dévier de sa ligne verticale. Ensuite, on néglige les frottements de l'air et puis on se demande quelles sont les affirmations correctes. Donc, on va les prendre une à une, ces affirmations. Si on double la vitesse initiale, l'objet mettra 2 fois plus de temps pour atteindre sa hauteur maximale. Alors ça, on peut le prendre de plein de manières différentes, on peut se complexifier la vie et tout, mais il y a une manière très simple de répondre à cette proposition de réponse. On sait que l'objet, il subit l'accélération de pesanteur terrestre, qui est à peu près de l'ordre de 10 mètres par seconde au carré, et ces 10 mètres par seconde au carré, ils sont vers le sol. Donc on le lance dans ce sens-là, puis petit à petit, il y a une accélération qui le pousse dans ce sens-là, donc il va perdre en vitesse jusqu'à arriver à une vitesse nulle, puis après il va retomber. Ok ? Le truc très simple qu'il faut comprendre, qu'il faut vraiment réussir à voilà, comprendre mathématiquement ce que ça veut dire, c'est une accélération, quand on dit 10 mètres par seconde au carré, c'est-à-dire que chaque seconde, l'objet va perdre 10 mètres par seconde. Donc si on le lance, si V0 c'est 20 mètres par seconde comme ça, et ben en 2 secondes, il aura atteint sa hauteur maximale, il aura une vitesse nulle, et il va commencer à redescendre. D'accord ? Donc, si on double la vitesse initiale, l'objet, bah oui, il mettra 2 fois plus de temps à atteindre sa hauteur maximale, parce que, imaginons qu'il fasse du 10 mètres par seconde, bah en 1 seconde, il va atteindre sa hauteur maximale, puis comme toutes les secondes, il perd 10 mètres par seconde, et ben hop, il va retourner au bout d'une seconde, il sera plus qu'à 0 mètres par seconde. Maintenant, si au départ, il part avec 20 mètres par seconde, et ben comme il a une accélération de moins 10 mètres par seconde au carré, bah, il lui faudra maintenant 2 secondes pour arriver à sa hauteur maximale, donc pour arriver tout en haut de sa trajectoire. Donc si on double la vitesse initiale, l'objet, oui, il mettra 2 fois plus de temps pour atteindre sa hauteur maximale. Donc ça, c'est vrai. Par contre, il mettra 4 fois plus de temps à retoucher le sol, parce que il y a le mouvement en sens inverse, et c'est
très similaire, le mouvement de l'ascension et le mouvement de la descente, parce que les vitesses seront les mêmes, mais complètement inversées tout du long de cette trajectoire à chaque temps, en fait. Donc maintenant pour la B. Lorsque l'objet atteint sa hauteur maximale, il subit une accélération nulle. Ben ça non, puisque l'accélération, il la subit tout le temps, même quand il est en haut. C'est l'accélération de pesanteur de moins 10 mètres par seconde au carré. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous fait dire que il subit une accélération? C'est parce qu'il change de vitesse. Parce que, ok, il est à 0 mètre par seconde au temps où il est vraiment pile tout en haut de sa trajectoire. Par contre, au temps 0,0001 seconde après ce temps-là, il aura déjà une vitesse négative qui sera dirigée vers la Terre. Donc, il change constamment de vitesse. Donc, l'accélération, elle n'est pas nulle. Non. L'accélération, elle est constante et elle vaut 10 mètres par seconde au carré. Moins 10 mètres par seconde au carré. Maintenant, là, c'est... Le temps que met l'objet pour atteindre sa hauteur maximale est le même que le temps qu'il mettra à retomber sur le sol. Ça oui, parce que c'est toujours comme ça, hein, ça faut essayer de comprendre pourquoi. On a l'objet qui est ici, il est à 10 mètres par seconde au carré. Donc il va mettre une seconde à arriver ici tout en haut. Ici tout en haut maintenant, il subit toujours la même accélération, donc il va gagner 10 mètres par seconde au carré, et il va toucher le sol de nouveau avec 10 mètres par seconde, avec une vitesse de 10 mètres par seconde. Donc, la trajectoire, comme je le disais avant, dans ce sens-là, elle est complètement inverse à la cinématique, justement, de la trajectoire de la balle dans ce sens-là. Donc la C, elle est vraie, oui. Et maintenant la D, plus l'objet est lourd, moins il montera haut. Donc ça, c'est faux, parce que si l'objet monte haut ou pas, si on néglige les frottements de l'air, évidemment, si l'objet monte haut, c'est uniquement déterminé par sa vitesse initiale. Parce que on dit que l'accélération de pesanteur est fixée dès le début, donc c'est uniquement la vitesse initiale qui va déterminer la hauteur de l'objet. On pourrait se dire intuitivement, plus il est lourd, plus il tombe facilement sur le sol. Oui, mais non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment uniquement déterminé par l'accélération de pesanteur, qui ici est fixe, et puis la vitesse initiale, qui ici peut varier, mais en aucun cas le poids de l'objet rentre dans une quelconque équation. Donc la D, elle est fausse. Maintenant pour l'exercice 9, donc on considère trois référentiels S1, S2 et S3 pouvant se déplacer dans une dimension, un seul axe. Donc on va dire qu'ils se déplacent comme ça. Voilà. Donc S1 est fixe, S2 il se déplace à une vitesse V dans cette direction-là, et S3 il se déplace à une vitesse 2V dans cet axe-là. D'accord ? Par rapport à S1, un objet est immobile dans le référentiel S2, donc on va dire qu'il y a un objet qui se déplace avec S2 avec une vitesse V, on est d'accord ? Et donc il est immobile par rapport à S2 puisqu'il se déplace à la même vitesse que S2. Donc imaginons, ça c'est une voiture avec quelqu'un dans la voiture qui tient une pomme. Et la pomme par rapport à la voiture, elle va pas bouger, d'accord ? Par contre, par rapport à un observateur qui observe la voiture et la pomme de manière fixe, donc qui est à l'arrêt, il va voir la pomme se déplacer avec une vitesse V. Et puis par contre, S3, si S3 c'est une voiture qui va 2 fois plus vite que S2, elle va aller beaucoup plus vite comme ça, donc elle va voir la pomme s'éloigner d'elle dans cette direction-là. On est d'accord ? Si on se place par rapport à S3. Donc, un objet est immobile dans le référentiel S2. Quelles seront les vitesses observées dans les référentiels S1 et S3 ? C'est une question qui est très vite répondue à l'examen. Donc, par rapport à S1, la pomme qui sera là-dedans, elle se déplace à une vitesse V, puisque elle va se déplacer comme ça. D'accord ? Puisque tout S2 va se déplacer comme ça. Maintenant, par rapport à S3, ce qui est plus compliqué, c'est que S3, il se déplace 2 fois plus vite comme ça. Donc, par rapport à S3, S2, il se déplace moins vite que S3, et du coup, c'est comme s'il reculait par rapport à S3. D'accord ? Si on se place dans S3, comme S2 va moins vite, c'est comme s'il s'éloignait de plus en plus de S3 dans cette direction. Donc, du coup, la pomme, elle aura une vitesse dans cette direction, qui sera donc de moins V, puisqu'il y a une différence de V entre la vitesse de S3 et la vitesse de S2. Donc, par rapport à S3, ce sera une vitesse de moins V, et par rapport à S1, ce sera une vitesse de plus V, la pomme qui est dans S2. Donc, c'est la proposition A qu'il faut choisir. Voilà, cette vidéo de correction de physique est désormais terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour la série 2. J'espère que ça vous aura aidé à trouver des petites astuces pour aller plus vite gagner vraiment en efficacité quand vous répondez à ces séries.
Vous inquiétez pas, si vous n'y arrivez pas maintenant en 2 minutes, 3 minutes, ça va venir au fur et à mesure de l'année. Il faut vraiment s'entraîner, 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 en faire énormément. Mais voilà, juste pour vous lancer dans le truc, je crée ces petites vidéos et puis j'espère que ça peut vous aider un maximum. Sinon, on se retrouve aussi sur Instagram si jamais vous voulez des petites informations de dernière minute, typique le nombre de personnes qui sont en première année. Ça, il y a la liste qui va bientôt sortir, donc on sera les premiers à publier cette information, évidemment. Et aussi, je voulais vous remercier pour l'engouement qu'il y a sur la classe Quizlet, parce qu'on vient de passer les 1000 personnes qui sont inscrites sur la classe que j'avais créée à la base juste pour moi et mes potes. Donc savoir que ça sert à plein d'autres personnes, ça me rend juste super heureux. Voilà, je m'étais vraiment appliqué sur cette liste, surtout cette année on l'a entièrement remise à jour avec des nouvelles listes Quizlet, parce qu'évidemment chaque année les cours changent un peu, donc évidemment toutes les questions sur UpMed elles sont toutes remises à jour chaque année dans un délai très très court. Et par contre, comme Quizlet, bah, c'est pas un truc qu'on fait payer, on peut pas y mettre autant le temps. Mais par contre, cet été, on s'est dit, on prend vraiment le temps de bien tout remettre à jour. Donc voilà, c'est là pour cette année pour vous. Elle est bien à jour en fonction des cours de l'année dernière. Donc c'est quelque chose de chouette. C'est gratuit, il faut juste demander l'accès. Et moi, je vous le donne dans un délai d'une semaine maximum. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la série 2. Puis tout de bon d'ici là. Allez, courage!